Vue d'ici, pour ce nouveau podcast et cette nouvelle émission Vue d'ici, j'ai rencontré Laurent Claret, qui est un habitant de Montreuil. Il a réalisé un court-métrage. Vous le retrouverez en lien dans le podcast. Et puis, on va parler de plein d'autres choses avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Franck. Ça va ? Très bien. Donc, tu es Montreuillois. Je suis Montreuillois depuis longtemps, parce que je suis acteur et j'ai commencé le théâtre au Théâtre École de Montreuil à la fin des années 70. Ah, ça remonte. Donc, j'ai connu Montreuil comme ça, bien que ma mère soit née à Montreuil. Donc, j'ai des attaches très fortes avec Montreuil. Donc déjà, au moins deux générations. Au moins deux générations, oui, c'est ça. Et surtout, donc, cette formation, première formation d'acteur au Théâtre École de Montreuil, où j'ai été amateur de théâtre, sous la houlette de Jean Guérin, dont le nom est maintenant accolé à celui du théâtre municipal. Et donc Jean Guérin m'a proposé au bout de 2 ans de faire partie de l'équipe professionnelle du Théâtre École de Montreuil. Donc pendant 2 ans, j'ai été employé par la mairie comme animateur culturel de théâtre. Et donc mes attaches avec Montreuil sont très fortes. C'est une ville qui m'a plu tout de suite. Ça a été un coup de cœur, et d'ailleurs, donc je vis à Montreuil. J'ai fait des allers-retours entre Paris et Montreuil. Je vivais dans le bas Montreuil, puis maintenant je suis près face au cimetière, et je suis très bien. Tu veux nous dire que tu as fait des infidélités à Montreuil? Oui, j'ai fait des infidélités, mais bon, c'est la vie d'acteur, ça. Et donc, mais tu reviens à Montreuil. Je reviens à Montreuil, et doublement parce que donc il y a un mois, j'ai réalisé mon premier court-métrage. Donc c'était quelque chose d'assez important pour moi. Voilà, et donc ce court-métrage, puisque c'est par rapport à ça qu'on se rend compte, on s'était déjà vu, on s'était déjà croisé à différents endroits, notamment sur la parcelle des Lézards au mur à pêche. Bien sûr. Et on a parlé de ce court-métrage. Alors, donc comment elle est venue cette idée? Alors déjà, comment il s'appelle ce court-métrage? Alors il s'appelle Éducation urbaine. C'est venu d'après une expérience vécue dans la rue, où je m'étais fait accoster par un jeune homme noir, je précise. Le fait qu'il soit noir, c'est important parce que il y a eu dans l'histoire que j'ai racontée, ça se mélange les deux choses. Le fait qu'il soit noir, c'est pas banal. Et qui s'est adressé à moi en me traitant de papy, en me tutoyant, etc. Et donc je l'ai reçu assez sèchement, je l'ai un peu remis à sa place. Et donc à partir de cette histoire qui n'a pas eu de conséquences particulières, on s'est expliqué, et puis voilà, ça s'est bien terminé. J'ai eu l'envie d'en faire une histoire un peu plus corsée, quoi. Disons que j'ai repris cette histoire-là, donc le pitch, j'allais dire, du film, c'est à la sortie d'une projection de film, il y a des gens comme ça qui sont devant un café et qui discutent, qui se sentent bien, etc. Et au milieu de ces gens, il y a quelqu'un qui est un peu incongru comme ça, qui est un jeune et qui, à un moment donné, vient chercher un ancien en le traitant de papy, etc. Puis à partir de ce moment-là, les choses se corsent. Et ça ne se passe moyennement. Enfin, disons, je veux pas, comme on dit, spoiler le film. Oui, parce que bon. Mais disons que l'idée, c'était aussi de réaliser ce film à Montreuil, parce que la place Carnot à Montreuil, devant la Grosse Mignonne, le café de la Grosse Mignonne, est un lieu absolument extraordinaire. On va avoir, je suppose, plusieurs auditeurs et auditrices qui vont bien retrouver l'endroit, parce qu'ils le connaissent. C'est un lieu où il y a beaucoup les de Montreuillois qui connaissent. Voilà, il y a des gens qui s'y retrouvent. Et la place Carnot et le café de la Grosse Mignonne. Et le café de la Grosse Mignonne est quand même assez connu à Montreuil.
Mais donc voilà, comment l'idée de ce court-métrage est arrivée comme ça, parce que c'est une situation qui t'est arrivée, et donc toi tu l'as réalisé, c'est ta première réalisation. Première réalisation, je pense, j'espère, pas la dernière, parce que c'est une expérience absolument extraordinaire pour moi, très agréable, très existante pour l'esprit. De se retrouver comme ça au milieu d'une grosse équipe, parce qu'on est vite 20, 25 quand on réalise un film. Justement, c'est ça que je voulais qu'on parle un petit peu de ça. Moi, je suis pas du tout dans le cinéma, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais qu'il y a des acteurs, il y a des réalisateurs, il y a des techniciens, des techniciennes, etc. Alors, c'est toi qui as choisi les acteurs? Ah oui, bien sûr, oui, les acteurs. Acteurs et actrices, parce qu'il y a une acteur actrice. Et actrice. Alors là, on est 4 acteurs parce que je joue dedans. Oui. Je joue donc l'ancien, et donc il y a 2 acteurs que je connaissais très très bien, 2 jeunes acteurs, Nicolas Buchou et Rosa Kadima. Et puis pour trouver le jeune noir qui devait un peu rapper dans le film, j'ai eu certaines difficultés, parce que au départ j'avais d'ailleurs rencontré un des jeunes acteurs de La vie scolaire de Grand Corps Malade, qui était très sympathique et tout ça, qui m'a dit tout de suite non moi je ne rappe pas, je ne sais pas rapper. C'était un peu dommage parce que c'est un très bon acteur, mais finalement je suis tombé sur Kemso, qui est un acteur qui a été chanteur de rap professionnel. D'accord. Et donc c'est une très très belle rencontre, on le voit dans le film, donc ce Kemso qui a presque la quarantaine quand même, mais qui fait très jeune comme ça, il a une très très belle présence, et puis c'est un homme absolument extraordinaire. C'était une rencontre humaine très très forte entre nous deux, je dois dire. Et donc tu choisis les acteurs et actrices, et comment tout ça, il y a un peu de financement. Oui. C'est un court-métrage, alors forcément c'est pas un film, voilà, c'est pas un long métrage. Voilà. Mais ça s'est tourné très très vite en une soirée. On a tourné ça le film que vous pouvez voir, qui fait 2 minutes 20. Oui. Il a été tourné en 6 heures de temps, ce qui est très très court. D'accord. Donc mon projet, c'était de le tourner caméra à l'épaule. Oui. Tout se fait un peu de manière très très vive et presque comme du reportage. Et c'était volontaire de ma part, parce que je trouvais que cette histoire d'embrouille dans la rue comme ça, je voulais quelque chose de très vif, très tonique, de la comédie aussi. C'est quand même, on est là pour faire passer un bon moment. Je pense que ça passe comme ça, le film. Et donc l'idée, c'était aussi d'avoir une caméra très très mobile, et que la situation soit très qui aille plus vers la comédie que vers le drame. Voilà. C'était ça mon propos. Et donc j'ai réuni une équipe technique. C'était des techniciens que je connaissais un par un. Des gens que tu as rencontrés dans ta carrière. Par exemple, le caméraman, je le connais depuis une trentaine d'années. Oui. C'est un ami, un grand ami. Le caméraman a fait aussi le montage. Mais l'ingénieur du son, c'est un jeune stagiaire de film qui a, je sais pas, il doit avoir à peine même pas 30 ans. La script, elle est encore à l'école, mais elle est formidable, elle est déjà professionnelle. Enfin, j'ai réuni des gens, et il y a des gens que je connaissais. L'assistant, je l'ai vu naître, c'est un jeune assistant qui maintenant réalise ses films. Léo, il a à peu près 25 ans, donc lui, je l'ai vu au berceau. Et puis il y a des gens que je connaissais pas, donc j'ai réuni tous ces gens qui venaient un peu de tous les côtés, que je connaissais ou que je connaissais pas, et j'ai essayé d'en faire une famille, même pour un temps très très court. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est très 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 heureux et très jubilatoire, j'allais dire. Et alors, comme ça se passe, on l'a dit tout à l'heure, comme ça se passe au café La Grosse Mignonne. Oui. Bon, t'as dû en parler avec eux pour pouvoir filmer, Alors, La Grosse Mignonne, c'est un peu mon café, parce que j'habite au-dessus, j'habite pas loin. Je les connaissais un peu, mais pas tant que ça. Et j'ai fait une sorte de deal avec eux, c'est-à-dire que je leur ai dit, il y a une équipe d'une vingtaine de personnes qui va venir, moi je vais vous donner un petit forfait au bar, et les gens vont pouvoir se servir comme un open bar. Alors déjà, c'était intéressant, parce que j'arrivais déjà avec des espèces sonnantes et trébuchantes, donc pendant le tournage, c'était un peu open bar, de manière raisonnable, bien sûr. On a tourné le soir, et à midi, j'ai réuni toute l'équipe technique et l'équipe des acteurs, et je les ai invités à déjeuner à La Grosse Mignonne. Donc
Donc ça a commencé déjà à midi, quoi. Oui, c'est ça. Et puis ça permettait de faciliter les rapports avec la grosse mignonne. Il y a un plan du film, le dernier plan, qui est tourné à l'intérieur du café. Mais tout le reste c'est en extérieur. Voilà, se tourne sur le carrefour qui borde la place Carnot et qui est devant. Alors, vu que ça se passe sur l'espace public comme ça, est-ce que tu as demandé l'autorisation à la municipalité? J'ai demandé une autorisation de tournage à la mairie de Montreuil, qui m'a été accordé, et donc ça m'a permis, ça facilite les choses un petit peu parce que ça permet de garantir la bonne tenue du tournage, qu'il n'y ait pas de problème, mais il n'y a pas eu de problème du tout. On a tourné, mais parce qu'on tournait en extérieur, c'était quand même un peu particulier. On tourne en extérieur de 18h à 24h, donc ça fait quand même du bruit un peu, c'est quand même actif, mais les gens du quartier étaient très 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 ouverts. Je dois dire qu'il y en a même qui sont devenus figurants presque à leur insu. Il y a des voitures qui passaient, on les a intégrées. Bon, après tout ça, c'est notre travail de cinéma. Ça devait intriguer, quoi. Voilà, exactement. Après, c'est pas nouveau qu'on rencontre des équipes qui filment dans Montreuil. Non. À la mairie, ils sont très habitués à ça. Oui. Ils ont l'habitude d'avoir beaucoup de demandes de tournage. Il y a beaucoup d'artistes à Montreuil. Il y a des acteurs, il y a des réalisateurs. Voilà, c'est les artistes montreuillois, quoi, qui sont en action. Alors, et ce court-métrage, est-ce qu'il passe dans un festival, dans quelque chose? Alors, oui, il concourt. Pour dans le cadre d'un festival qui est organisé par la marque Nikon. D'accord. Et la marque Nikon fait depuis des années un concours qui est ouvert à tout le monde. C'est extrêmement démocratique, c'est-à-dire que n'importe qui peut présenter son film, qu'il soit professionnel ou amateur. Et par contre, la seule contrainte, c'est qu'il faut que ce film fasse moins de 2 minutes 20 secondes. Ce qui est un exercice un peu particulier. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mon histoire, je crois que normalement, j'aurais pu la développer sur un format un peu plus long. Oui. Mais je me suis dit que c'était intéressant de tenter le concours. Et en plus, le concours de cette année, il y a un thème chaque année dans ce concours. Et le thème de cette année, c'était génération. Alors, je trouvais que c'était quand même très intéressant avec mon histoire. Parce que là, dans le court-métrage, il y a quand même 2 générations. Voilà, 2 générations qui se côtoient. Un jeune, un papy. Voilà, exactement. Et donc l'occasion était trop belle. Et du coup, je suis actuellement en train j'ai inscrit le film dans le cadre du concours Nikon, et on aura il y a à peu près 600 ou 700 films qui concourent. Oui. Donc c'est un gros festival, c'est un gros concours. Il faut être dans les 50 meilleurs films. Enfin, il y a un jury qui se réunit, qui sélectionne une cinquantaine de films pour être projetés. Et donc les résultats, c'est quand ça? Alors les résultats, ça va être début mars. Début mars 2020. Voilà. Alors jusqu'à début mars, j'essaye de faire en sorte que les gens voient le film au maximum sur Internet, sur le site du Nikon Film Festival. Oui, donc on mettra le lien. Voilà. Et on peut inciter les auditeurs, s'ils aiment le film, et s'ils sont montreuillois encore plus, à voter pour le film, à soutenir le film. Et ça nous aide à émerger. On vote directement à partir sur le site Nikon Film Festival. On clique sur éducation urbaine, et en dessous de l'image du film, il y a soutenez le film. Il y a un rectangle rouge. On clique là-dessus. Alors ce qu'on va faire, Laurent, c'est qu'on va inviter les auditrices et les auditeurs montreuillois, montreuilloises et même au-delà, qui trouvent le film, ton court-métrage très intéressant. Si ça leur plaît. Voilà, si ça leur plaît, d'aller voter pour que tu puisses réussir ce concours. Absolument. J'espère que allez-y, le lien sera en bas là du podcast. Vous nous écoutez, vous avez en bas. Pour ceux qui nous écoutent dans l'émission Vue d'ici, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la radio, et puis vous retrouverez assez facilement le lien pour pouvoir dire que vous aimez le film de Laurent. Donc c'est bien. Merci Laurent. Merci à toi. En plus d'avoir tourné à Montreuil.
Montreuil, c'était très bien. Bah oui, Montreuil quand même, c'est bien de rendre hommage à Montreuil. Ville de cinéma. Donc, une ville de cinéma, pas que, une ville fantastique, extraordinaire, exemplaire. Moi, je suis un Montreuillois fan. Je suis fan de ma ville. On sent la passion du Montreuillois pour sa ville. Oui. C'est une vraie passion pour Montreuil. Bon, après, ça ne va pas. Il y a des problèmes à Montreuil, ça, comme partout, mais c'est quand même une ville qui a un caractère exceptionnel, qui est comme un exemple de tolérance. Et je trouve que dans notre société, c'est jamais assez. On part de loin. Mais on sent là ta passion pour ta ville, et donc du coup on comprend mieux pourquoi ce documentaire, comme tu dis, de tolérance, etc. Donc par rapport au film qui se passe à Montreuil. Oui, voilà, absolument. En plus, c'est vrai que je l'ai appelé éducation urbaine dans le sens où ça va dans les deux sens. C'est pas juste mon idée, c'est pas que les anciens qui font la leçon aux jeunes, c'est aussi les jeunes qui peuvent aussi aider les anciens à comprendre mieux le monde. Oui. Et ça va dans les deux sens. Et j'avais vraiment envie de parler de ça. Et c'est une vraie conviction. J'ai une vraie conviction de fond. En tant que comédien, tu as une autre activité. Et donc, en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Alors, je viens de finir l'écriture d'une pièce de théâtre. Qui s'appelle Revenir à Berlin. Le sujet de la pièce, c'est je me suis intéressé au retour des soldats allemands à l'issue de la Première Guerre mondiale. D'accord. Ça a été un constat un peu particulier parce que j'avais fait, pour expliquer d'où ça vient, ce projet, c'est que j'ai créé une pièce il y a une petite dizaine d'années qui s'appelle Mon colonel et qui, d'après une correspondance adressée à mon arrière-grand-père qui était colonel de dragons pendant la Première Guerre mondiale, et j'ai retrouvé des lettres qui étaient écrites par un lieutenant à ce colonel et qui était un peu une correspondance politique sur la Première Guerre mondiale, sur la conduite de la guerre et aussi sur l'après-guerre. D'accord. Parce que là, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que l'après-Première Guerre mondiale a été fondamentale. C'est-à-dire que l'année 1919, qui était après la Première Guerre mondiale, a été une année terrible pour l'Europe et pour le monde. Oui. Et d'ailleurs, beaucoup de problèmes qu'on a actuellement en Europe viennent de cette année-là. L'année 1919, ça a été la création de la Société des Nations, le traité de Versailles, qui a accablé les Allemands et qui les a obligés à payer des indemnités de guerre en tant que vaincus. Et donc, j'étais surpris que les Français ne s'intéressent pas aux soldats qui étaient de l'autre côté des tranchées. Et donc, c'est pour ça que c'est de là qu'est venu Revenir à Berlin. Et donc, je me suis aperçu que ces soldats allemands de la Première Guerre mondiale avaient vécu une triple peine. Ils avaient été amochés comme les soldats français dans les tranchées. Ils avaient été gueule cassée, détruits physiquement par la guerre. Ça, c'était la première peine. La deuxième peine, c'est qu'ils ont été vaincus en 1918 quand même. Ils n'étaient pas vainqueurs, ils étaient vaincus. Et quand ils sont revenus en Allemagne, la troisième peine, c'est que la société civile allemande, n'ayant pas vécu la Première Guerre mondiale, n'ayant pas connu les tranchées, les a ignorés, méprisés, humiliés. Et je me suis aperçu du coup que ça a été une graine pour la mauvaise graine qui est rentrée en Allemagne et qui a abouti en 1933 à la prise de pouvoir d'Hitler et des nazis. Des rancœurs qui sont restées. Et donc mon spectacle, il traite de cette période 1918-1933 à travers ces jeunes hommes qui sont rentrés dans les corps francs, qui étaient les corps francs, ça a été les groupes de répression de la révolution communiste et spartakiste. Et des corps francs, beaucoup de gens des corps francs ont été enrôlés dans les sections d'assaut, qui étaient la main-d'œuvre d'Hitler, en fait. Et en 1933, ils sont devenus SS. Donc, en fait, c'est tous ces gens qui sont sortis, qui étaient perdus comme ça après la Première Guerre mondiale. Ces jeunes, ils ont devenu de la chair à canon. D'accord. Et à travers ça, très pédagogique. Du coup, cette pièce. En fait, c'est plus que ça. C'est que je me suis appuyé sur les œuvres des peintres de l'époque, c'est-à-dire les peintres expressionnistes de l'époque, qui parlent de ça. Et donc Gross, Dix, Beckmann, Kircher.
Je me suis appuyé aussi sur les musiciens, sur les auteurs, les romanciers, les poètes. Et puis, ça traverse les années 20 avec les cabarets berlinois, etc. Donc, j'ai appelé ce spectacle Revenir à Berlin. D'accord. Parce que ça pourrait être revenir dans toutes les villes allemandes, mais, oui, Berlin étant la quintessence de la ville allemande. C'est très explicite. Revenir à Berlin, c'est très explicite. Voilà. Et donc, il y a une avant-première. Et donc, voilà. Il y a une avant-première de ce spectacle. Bon, c'est un spectacle d'1 heure. On est 2 sur scène, donc une sorte de compagnon alter ego qui est le producteur du spectacle. D'accord. Eric Senna et moi. Et donc, il y a des projections de tableaux, il y a de la musique, des chansons, des textes. Alors, dis-moi, c'est à Montreuil? Alors non, l'avant-première se joue au petit gymnase. Donc, c'est une petite salle qui est en dessous du théâtre du gymnase, qui est sur les boulevards. D'accord. Et c'est donc le mardi 25 février à 19h. D'accord. Bon, on remettra. Ça, c'est de la pub. On mettra. Non, c'est pas de la publicité, c'est de l'information. De l'information. On mettra ça sur aussi dans les liens en dessous sur le podcast pour que les gens puissent y aller et prendre un billet pour assister à ton spectacle à la première. Très bien. Eh bien, Laurent, merci. Merci à toi, Franck. Peut-être qu'on se reverra quand on aura les résultats du concours Nikon. Ah oui. En mars. J'espère bien, on ne sait jamais. On peut peut-être aussi avoir des prix. Il y a 10 prix quand même qui sont distribués au film. Et puis, c'est un film que j'essaie de proposer à d'autres festivals. D'accord. Je suis un peu là-dessus. Eh ben, on fera un retour, au mois de mars. On va se programmer un rendez-vous. Avec plaisir. On se revoit, on parlera de ta pièce et puis on parlera de ton court-métrage. Merci. Et du résultat du concours. Merci pour tout, Franck, et merci à toi. De cette proposition d'émission.